Je vais vous parler d'un problème émergent qui sera peut-être pris en charge d'un point de vue intérêt par notre association. Donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc il s'agit des microparticules de plastique dans les eaux et d'une manière plus générale des déchets de plastique dans l'environnement. Les plastiques sont des polymères. Alors je suis allé chercher ici une réaction de synthèse classique d'un plastique, donc que vous connaissez tous, donc le polystyrène. Donc une très grande majorité des plastiques sont synthétisés à partir d'énergie fossile, c'est-à-dire de fioul, et on isole certaines molécules, donc ici le styrène, et en présence d'un initiateur de radicaux qui favorise en fait la vitesse de la réaction, on synthétise des matériaux polymériques. Donc les longueurs de chaîne sont assez élevées. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est combien de kilogrammes de plastique sont produits par habitant de la Terre et par an. Alors c'est un petit quiz à votre attention. Alors petit A 10 kg, petit B 20 kg, petit C 50 kg. Alors il y a combien de petit A? B, C, c'est la bonne réponse. Alors, je me suis un peu amusé à calculer le poids moyen d'un habitant de la Terre, en tenant compte du poids des enfants qui est plus faible. Donc on pèse en moyenne 55 kg, donc ça veut dire qu'on produit par an l'équivalent de notre poids en matière plastique. Donc quand est-ce que ça a commencé? Donc en 1950. Et ici, vous avez la courbe de production mondiale de plastique exprimée en millions de tonnes. Alors, c'est un document qui a été édité par Plastic Europe, donc c'est l'association de plastique européen. Donc, la dernière estimation est 2015, où on produit 322 millions de tonnes. Je vais vous présenter ici les trois plastiques les plus synthétisés. Donc le polyéthylène, 32%, le polypropylène, 23%, et le polychlorure de vinyle, 16%. Alors pourquoi est-ce qu'on a synthétisé autant de ces matériaux? Ils remplacent trois matériaux, le verre, le métal et le bois. Certains plastiques sont transparents, ils sont élastiques, ils sont légers, ils sont résistants, et ils nous ont permis d'acquérir un confort de vie supérieur, très résistant également à l'oxydation. Donc ici, j'ai présenté quelques propriétés importantes des plastiques. Donc j'ai pris le plastique le plus commun, donc le polyéthylène, synthétisé à partir de l'éthylène. Alors quel est leur état physique? Ils sont soit sous forme solide, soit sous forme d'huile. Ce que vous avez ici, c'est la température de fusion en fonction du degré de polymérisation. Quand il n'y a pas de polymérisation, c'est-à-dire à zéro, vous voyez une température de fusion de moins 170 degrés environ. Donc c'est la température de fusion de l'éthylène. C'est un liquide qui solidifie à une température très très basse. Donc c'est une huile. Et très rapidement, quand vous avez une longueur de chaîne ici, un degré de polymérisation de 20, donc vous avez une température de fusion de 25 degrés. Donc c'est la température ambiante. Et l'indice moyen de polymérisation du polyéthylène manufacturé est compris entre 500 et 1000, dont la température de fusion est de 100 degrés. Donc tous ces matériaux sont faits à partir d'huile, mais à l'état de polymère sont solides. Un second tableau qui est important, c'est de connaître la densité des plastiques, notamment par rapport à l'eau et également à l'eau de mer. Vous allez comprendre pourquoi. Les plastiques les plus synthétisés, donc vous avez le polyéthylène, PE, en haut à gauche, vous voyez que sa densité est inférieure à l'eau de mer, donc il flotte. Par contre, vous avez des plastiques qui sont beaucoup synthétisés, comme le PVC, polychlorure de vinyle, ou polyéthylène terephthalate, PET, tout en bas, qui ont une densité supérieure à l'eau et supérieure à l'eau de mer. Ces plastiques ont été progressivement utilisés, certains recyclés,
mais une grande partie, enfin une partie non négligeable, se retrouve dans l'environnement. Alors on estime à 10% la quantité de plastique à terme qui se retrouve dans l'environnement par rapport à tout le plastique produit. Alors c'est important puisqu'on a vu qu'il y avait une production annuelle de 322 millions de tonnes. Ces plastiques ont eu des effets, donc 1950 c'était le début. Alors la première publication de dommages sur les écosystèmes, c'est 1971, c'est un groupe d'oiseaux en Californie, une vingtaine d'oiseaux qui avaient avalé des particules oranges de même diamètre, donc ils sont tous morts. Donc en fait, on s'est rendu compte à ce moment-là que les animaux confondent les particules de plastique. Alors c'était des particules assez grosses qu'on a retrouvées dans l'estomac des oiseaux. Et donc les oiseaux, enfin les animaux confondent les particules de plastique avec de la nourriture. Alors en 1971-1972, on a retrouvé des poissons dans le Pacifique Nord, des gros poissons pareil, avec des particules de plastique dans l'estomac, 1972. Donc c'est les premiers travaux de Carpenter. Puis ça a continué. Alors ça s'est étendu. On s'est rendu compte que les oiseaux, alors cette fois c'était en 1976, c'est pas des groupes d'oiseaux, c'est pas un groupe d'oiseaux isolés, c'est de manière chronique. Tous les oiseaux, dans certaines zones, ont des particules de plastique dans l'estomac. Alors c'est des particules de 1 à 4 mm dans ce cas. Puis en 1985, on s'est rendu compte que certains animaux, comme les tortues marines, pareil, étaient touchés. Et puis en 1988, alors ça c'est quelque chose qui a été très médiatisé, on s'est rendu compte qu'il y avait 6 courants convectifs dans les océans qui drainaient tous les plastiques rejetés dans la mer. Donc c'est des zones, la première qui a été trouvée c'est dans le Pacifique, c'est le Great Pacific Garbage qui fait plusieurs millions de kilomètres carrés. Alors c'est pas une plaque de plastique, c'est des zones où on peut trouver environ 10 000, entre 1000 et 10 000 particules de plastique centimétriques par kilomètre carré. Alors on s'est intéressé en raison essentiellement des progrès de la chimie analytique en spectroscopie infrarouge et spectroscopie Raman, plus tardivement aux microparticules de plastique, dont là on passe à l'échelle du micromètre. Alors c'est quelque chose d'assez récent, puisqu'en 2011, on s'est rendu compte que dans les poissons et les fruits de mer, on trouvait ce type de microparticules. Alors, quelque chose qui est assez amusant, c'est que ce sont les Allemands qui se sont rendus compte en premier qu'il y avait des microparticules de plastique dans les boissons, et c'est évidemment dans la bière. Puis les gens se sont intéressés à l'eau du robinet, aux lacs et rivières, en 2016 à l'atmosphère, et puis en 2018, c'est quelque chose d'assez récent, je vais en parler plus en détail, qui a été très fortement médiatisé dans les bouteilles en plastique d'eau minérale. Alors, concernant par exemple les oiseaux, les premières études qui avaient été faites, donc ici en 1995, où on s'est rendu compte que les espèces étaient touchées de manière chronique, c'est-à-dire, quelles que soient les espèces, on retrouvait des particules de plastique en nombre important dans l'estomac. Alors c'est assez dur à voir, mais l'ordre de grandeur, c'est la centaine de particules. Alors toutes les espèces n'avalent pas la même quantité de particules, il y a des espèces qui arrivent à faire le tri. Donc dans les espèces, il y en a une que vous connaissez, alors c'est la mouette tridactyle à pattes noires, c'est les mouettes qu'on a en France, qui confondent de manière chronique ces particules de plastique de 0,1 à 15 mm de diamètre avec de la nourriture. Alors un des pièges pour ces animaux, c'est que les microparticules et particules de plastique développent sur leur surface des algues et ça ressemble à de la nourriture pour eux. Alors très récemment, vous en avez sûrement entendu parler, les microparticules de plastique dans les boissons commerciales ont été très largement relayées par les médias.
Malheureusement, la médiatisation a été incomplète, notamment la lecture des articles scientifiques. Alors je me suis rendu compte que les grands journaux, les grandes chaînes de télévision, les journalistes lisaient les abstracts des articles et ne lisaient pas les articles. Alors ça pose un problème parce qu'il y a deux aspects qui sont ignorés de manière récurrente par les médias. Alors c'est ce que j'ai appelé le blanc en chimie analytique, c'est ce qui sert de référence. Donc dans le cas de l'analyse de microparticules de plastique, c'est l'eau pure filtrée et déionisée. Et donc on se rend compte en lisant les articles qu'il y a un certain taux de microparticules dans cette eau qui est censée être pure. Et donc il est possible que ça provienne de la pollution atmosphérique. Et il y a plusieurs annonces qui ont été faites, notamment sur l'eau du robinet et sur certaines eaux minérales, où ces eaux ne contiennent pas plus de microparticules que de l'eau ultra pure qui vient d'être distillée. Donc c'est-à-dire rien. Alors, autre chose qui est ignorée, c'est la déviation standard. C'est une grandeur qui quantifie, quand on fait une mesure physique, l'erreur. Et assez souvent, dans le cas des microparticules de plastique, cette erreur est supérieure à la mesure. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de microparticules de plastique, mais ça veut dire que le résultat est faiblement significatif. Alors, on va faire un point sur ces éléments. Alors, l'article qui est en fait un communiqué de presse, qui n'est pas un article, qui a été publié cette année par Sherry Mason, qui est en ligne, qui a été médiatisé par la BBC, c'est la présence de microparticules dans les boissons commerciales, donc dans les bouteilles d'eau en plastique. Donc, pour la plupart des bouteilles d'eau, on se rend compte qu'il n'y a pas plus de microparticules que dans les blancs. Par contre, on trouve une présence de microparticules très importante dans les bouteilles qui sont conservées longtemps, c'est-à-dire qui transitent par le e-commerce. Donc on trouve environ 1000 microparticules par litre pour ces boissons. Alors il y a une deuxième étude qui est importante mais qui n'a pas été du tout médiatisée. Alors là, ça va illustrer mon propos. Donc vous voyez que le blanc, dans 1 litre d'eau déionisée, distillée, j'ai lu le protocole, c'est préparé dans des conditions drastiques de propreté. Donc on trouve 14, plus ou moins 13 microparticules de plastique. Alors déjà on voit que c'est dur à analyser parce que la déviation de standard est élevée, donc ça veut dire que les méthodes ne sont pas encore matures pour la détection de microparticules. Donc c'est un sujet qui doit être pris en charge par les chercheurs en chimie analytique. Donc les emballages en carton, il y a 11 plus ou moins 8, pareil, c'est faiblement significatif. Les bouteilles en verre, 50 plus ou moins 52, plastique à usage unique et 14 plus ou moins 14. Alors ça, c'est des analyses qui ont été faites dans le service vétérinaire de la ville de Münster en Allemagne. Et Peter Fürst est prudent. Et effectivement, si on lit bien l'article, il dit que pour le verre, plastique à usage unique, carton, il ne peut pas conclure. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en Allemagne, pour des raisons de recyclage, ils consignent leurs bouteilles en plastique. Ils sont très avancés là-dessus. Par contre, ce dont ils se sont rendus compte, c'est que significativement, on trouvait un taux environ 10 fois supérieur de microparticules de plastique dans les consignes. Alors ça, c'est intéressant parce que finalement, c'est un résultat qui est concordant avec l'étude de Sherry Mason. Et c'est les deux seules études actuellement disponibles. Donc il semblerait qu'il soit néfaste, enfin qu'il soit assez systématique de trouver plus de particules de plastique dans les eaux qui ont été stockées longtemps, les eaux minérales. Quand on lit les articles, on voit les conditions de préparation. Alors pourquoi je dis que les protocoles peuvent être améliorés? C'est un grand service de chimie analytique, le service vétérinaire. Il y a quelque chose d'assez amusant, c'est ce que j'ai indiqué en rouge. Avant chaque étape, les gants sont nettoyés avec un détergent et de l'eau distillée. Alors, il y a quelque chose qui est quand même un peu connu, c'est que quand vous avez un surfactant anionique ou cationique,
vous ne pouvez pas le rincer avec de l'eau distillée. Donc il y avait probablement des particules dans le détergent, parce qu'on utilise beaucoup de particules de plastique aujourd'hui dans les détergents. Il faut faire attention. C'est en ça que je dis que la chimie analytique doit progresser sur ces protocoles pour ce type d'analyse. On va devoir attendre un peu avant d'avoir des conclusions, disons, plus fortes. Alors, quelles microparticules de plastique et ça, c'est, disons, important. C'est polyéthylène. Alors, là, je ne les ai pas mises. Polyéthylène, alors, sur les consignes en plastique, par exemple, le résultat significatif, vous avez du polyéthylène terephthalate, donc ça, c'est l'emballage, et du polypropylène en verre, c'est le bouchon. Donc, c'est assez clair, dans ce cas, que les microparticules ont bien été libérées. Quelle taille? Alors ça c'est important parce qu'aujourd'hui en chimie analytique on peut détecter des microparticules comprises entre 5 et 100 micromètres. Donc vous voyez que la plupart ont entre 5 et 10 et 10 à 20. Alors évidemment ça veut dire qu'il y en a des plus petites mais qui ne sont pas encore décelées. Alors quels sont les mécanismes de dégradation des plastiques? Donc c'est quelque chose aussi qui a été étudié récemment. C'est un article de 2018. Donc c'est du polyéthylène qui a été exposé un mois à l'air en présence sous rayonnement ultraviolet, donc c'est pour simuler le rayonnement solaire, et donc dans l'atmosphère. Donc vous voyez assez rapidement que sur ces images de microscopie électronique, donc on ne voit pas l'échelle, mais ça doit être une échelle d'environ 1 micromètre, un 10 micromètres, l'ordre de grandeur. On voit des défauts micrométriques. Quel est le processus? Alors, il y a plusieurs processus. C'est des processus déjà de dégradation sous contrainte. Il y a des processus de corrosion. Alors, dans tous ces milieux, il y a de l'oxygène, et l'oxygène est capable d'oxyder la matière organique très lentement, mais de manière irréversible. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas empêcher. Alors, le processus de dégradation, je vais dire, c'est presque dommage et trop lent. C'est-à-dire, c'est la surface du plastique qui est sur quelques nanomètres oxydés, et après, sous l'effet du rayonnement qui accélère les cinétiques d'oxydation et des frottements, on a la surface qui est petit à petit dégradée, et on a des nano-microparticules qui sont libérées en solution. Ça a été démontré ici par spectroscopie infrarouge. Alors sans trop rentrer dans le détail, vous voyez que déjà à l'air, vous avez une bande qui augmente du noir vers bleu-rouge. Donc à 1700 cm-1, c'est la fréquence. Et donc ça, c'est l'apparition de liaisons carbonyles, ces doubles liaisons O. Donc c'est l'oxygène de l'air, l'oxygène atmosphérique, qui vient ici oxyder en surface le polyéthylène. Alors quelles sont les conséquences? C'est que par ces processus d'oxydation, on peut casser au niveau moléculaire les chaînes, et donc on fragilise petit à petit le matériau en surface qui sur le long terme va se déliter. La dernière question que les gens ont commencé à se poser, c'est aussi un article récent de 2017, c'est ces microparticules sont-elles toxiques? Il y a une équipe qui a utilisé une espèce qui est connue, Daphna magna, qui est un crustacé planctonique, donc c'est une espèce qui fait entre 1 et 5 mm, donc qui fait partie du plancton, donc qui est la nourriture de base des poissons. Ce que vous voyez ici, c'est la toxicité en fonction de la concentration. À 10, ça veut dire que 100% de la population a survécu. Donc quand vous êtes à faible concentration en nanoparticules à 0,025 g par litre, donc c'est la courbe bleue, enfin c'est la droite bleue qui est en haut, donc il ne se passe rien. Et à partir d'une certaine concentration en nanoparticules, alors ici elles font 52 nanomètres de diamètre, vous avez une toxicité de plus en plus importante. Et assez rapidement, vous avez en une dizaine de jours toute la colonie de
planctoniques qui meurent. Donc ça veut dire qu'il y a une toxicité des nanoparticules. Alors ça rappelle beaucoup finalement. Pour des nanoparticules de diamètre supérieur à 52 nanomètres, pour des nanoparticules par exemple de 100 nanomètres, il n'y a pas de toxicité. Alors ça nous rappelle un petit peu la toxicité des particules dans l'air. Vous savez que quand les particules qu'on respire ont des diamètres petits, de l'ordre de 50 nanomètres, vous avez une pénétration des particules dans les alvéoles pulmonaires très profonde, alors que les microparticules de l'ordre du micromètre sont retenues par nos muqueuses. Alors c'est toujours le même article qui est très bien parce qu'ils expliquent que ces nanoparticules vont venir pénétrer dans les algues à ces petits diamètres de 52 nanomètres, 53 nanomètres. Ensuite, les colonies planctoniques vont venir absorber ces nanoparticules. Et si elles survivent, c'est-à-dire si on met des nanoparticules à des concentrations suffisamment faibles, qu'est-ce qui se passe ? Les prédateurs, donc les poissons, vont consommer les espèces planctoniques et vont eux-mêmes avoir des nanoparticules. Alors l'étude est très intéressante parce qu'ils se sont rendus compte, et c'est ça qui est inquiétant, alors c'est peut-être que les nanoparticules passaient la barrière du cerveau, la barrière hémato-encéphalique, et se retrouvaient dans le cerveau des poissons. Je fais ici un petit document de synthèse, donc une proportion importante du plastique synthétisé par les humains se trouve à terme dans l'environnement, 10% dans les océans. Les déchets de plastique se décomposent lentement. Alors, si vous avez un gros morceau de plastique, il faut compter 100 ans pour avoir une décomposition complète. Donc, il se décompose lentement en microparticules sous l'effet de la lumière, de la température et des frottements, puis en nanoparticules, très probablement, mais ça n'a pas été prouvé encore. Les espèces animales confondent les particules de plastique avec de la nourriture systématiquement, qu'elles soient microscopiques ou macroscopiques. Donc, en grande partie, en raison du développement de biofilms sur ces particules, les nanoparticules de plastique présentent une toxicité pour les micro-organismes et sont capables de traverser la barrière physiologique du cerveau des prédateurs de ces micro-organismes. Alors ça, c'est très important, c'est à prendre en compte. Alors, le dernier point, alors je n'ai pas parlé, c'est que la nature s'adapte et effectivement la nature sélectionne les espèces capables de survivre dans les écosystèmes pollués par les déchets de plastique. Alors, il y a des biologistes qui ont appelé ça la plastifère. Certaines espèces se prolifèrent, d'autres sont en voie d'extinction. Alors les espèces qui arrivent à survivre, à proliférer sur du plastique, c'est des petites choses, c'est des micro-organismes qui sont capables de muter rapidement à l'échelle de l'année. Les points à aborder dans un prochain colloque, je pense qu'il pourrait donner lieu à un communiqué de presse, c'est de continuer à regarder ce problème qui est vraiment important. Donc réfléchir sur les usages, c'est-à-dire les conditions d'utilisation des plastiques. Alors ça, les premières études donnent des résultats assez clairs, mais il va falloir avoir une politique raisonnée de réutilisation des plastiques, notamment dans le domaine agroalimentaire. Il va falloir regarder les matériaux alternatifs. On a remplacé le verre, le bois, le métal. Il y a certains domaines, comme le verre, où il y a des progrès importants qui ont été faits en termes de robustesse et de légèreté, notamment. Et puis, il faudra peut-être aussi qu'on fasse un correctif des informations incomplètes relayées par les grands médias, en étant médiatisés nous-mêmes, parce que disons, comme les informations sont très incomplètes et modifiées, ça serait important de, disons, rétablir clairement ce qui est connu et ce qui est inconnu, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de médias qui font des annonces qui sont erronées. Voilà. Et c'est un peu notre rôle, finalement, d'aller regarder ça. Et point abordé, alors c'est de manière, je ne l'ai pas mis, mais de manière plus prospective, il va falloir s'intéresser aux méthodes analytiques,
qui permettent de détecter ces microparticules. Alors il y a un problème de matrice, c'est que quand vous détectez des microparticules de plastique dans l'océan, vous avez plus d'organismes vivants qui sont faits de matière organique que de microparticules de plastique, pour l'instant. Et donc, les problèmes de matrice, c'est-à-dire de purification des microparticules de plastique qui sont de même taille que certains micro-organismes, est assez difficile. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.